Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Star Story, le rendez-vous incontournable pour plonger dans les vies fascinantes et souvent méconnues des icônes qui ont marqué l'histoire de la musique, du cinéma et bien plus encore. Aujourd'hui, on va explorer en profondeur une femme extraordinaire qui a transformé une vie de misère en un symbole de résilience et de succès, Linda de Souza. Imaginez un instant, une jeune fille issue d'un village reculé du Portugal, arrivant en France avec rien d'autre qu'une valise en carton, un enfant en bas âge et un rêve fragile de chanter pour survivre. Pour des millions de personnes à travers l'Europe, elle est devenue la voix emblématique des années 80, avec des chansons qui transcendaient les langues et les cultures, des autobiographies vendues par millions, et des concerts qui remplissaient les plus grandes salles. Mais derrière ce glamour apparent, se cachait une réalité bien plus sombre et complexe, des décennies de pauvreté extrême, des trahisons dévastatrices de la part de ceux qu'elle considérait comme ses alliés les plus proches, et une solitude profonde qui l'a accompagnée jusqu'à ses derniers jours, comme une ombre fidèle qu'elle n'a jamais pu chasser. Dans cette vidéo détaillée, on va décortiquer son parcours étape par étape, depuis ses humbles débuts dans un Portugal sous dictature jusqu'à sa gloire éphémère en France, en passant par les épreuves personnelles qui ont forgé son caractère et inspiré ses plus grands tubes. On parlera de ses chansons iconiques, de ses livres qui ont touché des cœurs par milliers, mais aussi des scandales financiers et des drames familiaux qui ont assombri sa vie. Si vous êtes fan d'histoires vraies, de celles qui inspirent autant qu'elles émeuvent, qui montrent que le succès n'est pas toujours synonyme de bonheur, alors cette vidéo est faite pour vous. On va aller en profondeur, avec des anecdotes exclusives, des analyses sur son impact culturel, et des réflexions sur les leçons que l'on peut tirer de sa vie. Avant de plonger dans le vif du sujet, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous plaît, à vous abonner à la chaîne Star Story pour recevoir en exclusivité nos prochaines biographies immersives, on en sort une toutes les semaines. Et à la partager avec vos amis ou sur les réseaux sociaux pour que plus de monde découvre l'incroyable destin de Linda de Souza. Prêt à embarquer dans cette aventure émotionnelle? Allons-y, et laissons-nous porter par la voix d'une femme qui a chanté la douleur et l'espoir comme personne. Pour bien comprendre qui était Linda de Souza, il faut remonter aux origines, à cette enfance rude et dépourvue qui a posé les fondations de toute sa vie. De son vrai nom Teolinda Joaquina de Souza Lança, elle voit le jour le 22 février 1948 dans le minuscule village de Beringel, niché au cœur de l'Alentejo, une région agricole isolée et aride du sud du Portugal. Imaginez un paysage de terre sèche, de champs interminables où les familles triment du lever au coucher du soleil pour arracher de quoi survivre à une terre ingrate. Sa famille, issue de la classe ouvrière rurale la plus modeste, luttait contre une pauvreté écrasante, 8 enfants à nourrir, un père absent ou débordé par le travail, et une mère qui, bien que dévouée, devait faire des choix draconiens pour que la famille ne sombre pas. Dans ce contexte, les opportunités étaient quasi inexistantes, pas d'école prestigieuse, pas de loisirs, juste le quotidien harassant de la survie dans un pays sous le joug de l'Estado Novo, le régime autoritaire d'Antonio de Oliveira Salazar, qui imposait une société ultra-conservatrice, profondément catholique, où les traditions étaient des chaînes invisibles et où les femmes, en particulier, étaient reléguées à des rôles secondaires, jugées sévèrement pour le moindre écart. Dès ses premières années, Linda ressent profondément cette distance affective qui caractérise son éducation. Dans une interview poignante accordée en 2019, bien des années après avoir atteint la célébrité, elle confie avec une émotion palpable que sa mère ne lui a jamais dit « je t'aime » des mots simples qui, pour beaucoup, sont naturels, mais qui pour elle représentaient un vide abyssal. Ce manque d'affection n'était pas de la malveillance, mais le reflet d'une époque et d'une culture où l'expression des sentiments était rare, surtout dans les familles pauvres où la survie primait surtout. À l'âge tendre de 5 ans, Linda est envoyée en pension, non comme un privilège éducatif réservé aux élites, mais par pure nécessité économique. La famille ne peut pas garder tous les enfants à la maison, les ressources sont trop limitées. Cette séparation brutale laisse une cicatrice indélébile, un sentiment d'abandon qui la pousse, toute sa vie, à chercher désespérément l'amour et l'acceptation qu'elle n'a pas reçus enfant. Elle expliquera plus tard qu'elle n'a jamais nourri de ressentiment envers sa mère, au contraire, elle comprenait les contraintes, mais que ce vide émotionnel l'a hantée, influençant ses relations futures et même ses chansons, où la mélancolie et la quête d'amour reviennent comme un leitmotiv. L'adolescence accentue cet isolement intérieur. À 16 ans, submergée par une solitude écrasante et un manque criant de liens affectifs, Linda atteint un point de rupture absolue, elle tente de se suicider. Ce geste désespéré n'est pas, comme elle le racontera des décennies plus tard avec une sagesse acquise, un vrai désir de mourir, mais un appel au secours muet, un cri pour être enfin vu, reconnu dans sa souffrance. C'était juste pour attirer l'attention. Je ne voulais pas mettre fin à ma vie.
Je voulais que quelqu'un remarque que j'étais là, avouera-t-elle, révélant ainsi une résilience innée qui la caractérise. Même dans les abysses du désespoir, elle garde une lueur d'espoir, une conviction que la vie peut offrir mieux. Cette épreuve, loin de la briser, forge son caractère. Elle apprend à se battre, à transformer la douleur en force motrice. Puis, à 20 ans, un tournant décisif. Elle devient mère célibataire en donnant naissance à son fils unique, João Lança. Dans un Portugal conservateur et catholique où le statut de mère célibataire est synonyme de scandale social, de regards accusateurs et d'exclusion, Linda porte ce fardeau avec une détermination farouche. Le soutien familial est minimal, les jugements omniprésents, mais elle réalise vite que pour offrir à son enfant une vie loin de cette misère cyclique, elle doit oser l'impensable, quitter son pays, risquer l'inconnu. Ces années formatrices, imprégnées de pauvreté matérielle et émotionnelle, ne sont pas seulement un prologue à sa carrière. Elles sont le terreau fertile d'où émergeront ses chansons les plus touchantes, des hymnes à la résilience qui résonneront chez tous ceux qui ont connu l'exil intérieur ou extérieur. En 1973, à l'âge de 25 ans, Linda de Souza prend la décision qui va redéfinir son existence entière, franchir clandestinement la frontière vers la France, avec son jeune fils João sous le bras et pour seul bagage une modeste valise en carton, un objet banal qui deviendra, au fil des ans, le symbole ultime de sa lutte et de sa détermination. Imaginez la scène, une jeune femme, sans papiers officiels, sans réseau de soutien, traversant des frontières gardées, fuyant un Portugal étouffant pour l'espoir d'un avenir meilleur à Paris. La capitale française, avec ses lumières éblouissantes et ses opportunités promises, se révèle vite un mirage cruel pour les immigrés comme elle. Sans filet de sécurité, sans connaissance, elle et son fils atterrissent dans une ville immense, impersonnelle, où la précarité est le lot quotidien. Pour survivre, Linda accepte n'importe quel travail ingrat et physiquement épuisant. Femme de ménage dans des immeubles anonymes, laveuse de sol dans des bureaux tard le soir, femme de chambre dans des hôtels modestes où elle change des draps et nettoie des chambres pour quelques francs à peine. Chaque jour est une épreuve. Lever aux aurores, journées interminables de labeur manuel qui usent le corps et l'esprit, retours épuisés dans un logement précaire où elle doit encore s'occuper de son enfant. Les francs gagnés servent à payer le strict minimum, nourriture frugale, loyer exorbitant pour un taudis, laissant peu de place pour les rêves. Pourtant, au milieu de cette grisaille, Linda ne renonce jamais à sa passion viscérale pour la musique, cette étincelle qui l'a toujours maintenue en vie. Le soir, après des heures de travail harassant, elle trouve la force de chanter dans de petits bistrots obscurs, comme chez Louisette à Saint-Ouen, un lieu modeste où elle reprend des classiques de la chanson française, tels que Gigi l'Amoroso de Dalida, avec une voix chaude, émotive, teintée de la mélancolie de son passé portugais. Sans formation musicale formelle, sans professeur ou école prestigieuse, elle chante avec une sincérité brute, une authenticité née de ses épreuves, qui touche immédiatement le public. Les auditeurs, souvent des immigrés comme elle ou des habitués des quartiers populaires, se reconnaissent dans sa voix. C'est comme si elle chantait leur propre histoire de déracinement et d'espoir. Mais la survie impose des compromis douloureux, des choix que l'on préférerait oublier. À cette époque de précarité absolue, Linda entame une relation transactionnelle avec un homme bien plus âgé, qu'elle surnomme affectueusement mais amèrement Doudou, un homme assez vieux pour être son père, voire son grand-père. Dans ses mémoires intimes, Les larmes d'argent, publiées en 2015, elle révèle sans fard cette période sombre. Elle accepte ses avances en échange d'une aide financière vitale pour nourrir son fils et payer les factures. Je me sentais sale, écrit-elle avec une franchise déchirante, mais elle admet que c'était, à l'époque, le seul moyen de ne pas sombrer complètement. Ce secret, elle le garde enfoui pendant des décennies, terrifiée par le jugement social, jusqu'à ce que l'âge et la sagesse lui donnent le courage de le partager, transformant sa honte en témoignage de force. Malgré ces épreuves, Linda persévère dans la musique. Elle enregistre des démos artisanales sur des cassettes bon marché, les démarches auprès de producteurs indifférents, essuyant refus après refus qui pourraient décourager quiconque. Mais sa ténacité paie enfin en 1978, avec la sortie de son single Le Portugais, un titre qui capture l'essence de l'immigration portugaise et explose les charts, se vendant à plus de 250 000 exemplaires et atteignant la 10e place en France. Ce succès n'est pas seulement commercial, c'est la validation que ces années de galère n'ont pas été vaines, un premier pas vers la reconnaissance. Pourtant, comme elle l'apprendra à ses dépens, ce n'est que le début d'un parcours semé d'embûches, où la gloire naissante attire autant d'opportunités que de dangers insidieux. Au début des années 1980, Linda de Souza opère une métamorphose spectaculaire. D'immigrée anonyme luttant pour survivre, elle devient l'une des voix les plus emblématiques et reconnaissables de la scène musicale française,
un phénomène culturel qui transcende les frontières. Après le triomphe inattendu de Le Portugais, les succès s'enchaînent à un rythme effréné, comme si toutes les années de privation avaient accumulé une énergie explosive prête à jaillir. En 1982, Au Malao cartonne, suivi de près par Uma Menina Chorava, un titre poignant sur la perte et l'enfance, puis Un enfant peut faire chanter le monde, une ode optimiste à l'innocence juvénile, Toi mon amour caché, une ballade romantique imprégnée de secrets personnels, et surtout Tili Tili Tilo, un morceau joyeux et entraînant inspiré du folklore portugais traditionnel, qui devient son plus grand hit commercial avec plus d'un demi-million d'exemplaires vendus. Ce qui rend sa musique si irrésistible, c'est sa simplicité puissante, des mélodies accrocheuses, des textes qui mêlent habilement français et portugais, explorant des thèmes universels comme l'amour perdu, la nostalgie de l'exil, la perte et la persévérance face à l'adversité. Elle n'est pas seulement une chanteuse, elle est une ambassadrice culturelle, reliant deux mondes, le Portugal rural qu'elle a fui et la France urbaine qu'il a adoptée, et donnant une voix aux milliers d'immigrés portugais qui, comme elle, ont traversé les frontières en quête d'un avenir meilleur. Son attrait va bien au-delà des charts. Elle touche le public français qui voit en elle l'incarnation du rêve immigré, une histoire de rague tout riche qui inspire et motive. En janvier 1983, elle fait ses débuts triomphaux sur la scène légendaire de l'Olympia à Paris, un temple de la musique française où seules les plus grandes stars osent se produire. Ce qui devait être une simple résidence de 2 concerts se transforme en un marathon de 15 soirées à guichet fermé, un exploit qui témoigne de son charisme magnétique et de l'engouement populaire. Un double album live immortalise ces moments magiques, boostant encore sa réputation et la propulsant au rang de superstar. Mais ce n'est pas uniquement sa voix qui captive, c'est toute son aura, son histoire personnelle qu'elle porte comme un étendard. En 1983, elle publie son autobiographie La valise en carton, un récit cru et émouvant de son enfance difficile, de sa traversée clandestine avec son fils, et de son ascension improbable du ballet au micro. Le titre, évocateur de ce bagage symbolique qu'elle emporta du Portugal, frappe les esprits. Le livre se vend à plus de 700 000 exemplaires dès sa sortie, dépassant rapidement le million, et devient un best-seller phénoménal qui touche des lecteurs bien au-delà des fans de musique. Cette notoriété attire l'attention des géants de la chanson française. Charles Aznavour et Jean Ferrat, des légendes vivantes, lui écrivent des textes sur mesure, infusant son répertoire d'une profondeur supplémentaire. Elle multiplie les apparitions dans les émissions de télévision les plus regardées, comme celle de Michel Drucker ou les variétés du samedi soir, où son sourire chaleureux et sa simplicité conquièrent les téléspectateurs. Les tournées s'enchaînent, remplissant des salles immenses, et en 1984, un retour triomphal à l'Olympia confirme son statut d'icône incontournable. Elle s'engage même dans des causes humanitaires, rejoignant le projet caritatif Pour toi Arménie initié par Aznavour en 1989, chantant aux côtés des plus grandes stars françaises pour collecter des fonds en faveur des victimes d'un tremblement de terre dévastateur en Arménie. En apparence, Linda vit un âge d'or, villa, applaudissements, reconnaissance internationale. Pourtant, sous cette surface scintillante, les premières fissures apparaissent déjà, son manque d'expérience en affaires la rend vulnérable, et elle s'entoure de personnes qui, plus tard, trahiront sa confiance. Cette période de gloire, bien que fulgurante, porte en germe les drames financiers et personnels qui la plongeront dans l'ombre, rappelant que le succès, si doux soit-il, peut être un piège doré. Pour le grand public, l'histoire de Linda de Sousa semblait un conte de fées inébranlable, une immigrée devenue star, symbole de réussite contre vent et marée. Mais en coulisses, un drame se tramait, une descente aux enfers financières et émotionnels orchestrée par des trahisons qui la laisseront exsangue. Tout commence en 1981, lorsqu'elle rencontre Raymond Robin, un technicien lumière sur l'une de ses tournées, qui devient rapidement son compagnon sentimental et son manager attitré. Naïve et focalisée sur sa carrière artistique, enregistrements en studio, concerts interminables, promotions épuisantes, Linda lui confie aveuglément la gestion de ses finances, sans poser de questions, sans vérifier les comptes. C'est une erreur fatale. Des années plus tard, en octobre 2010, elle porte plainte contre lui et son ancien secrétaire particulier, Claude Beck, pour usurpation d'identité et détournement de fonds massifs. Elle accuse l'ouverture frauduleuse de 6 comptes bancaires à son nom, utilisant un ancien numéro de titre de séjour modifié datant de 1979. Robin nie farouchement, arguant que Linda était trop confiante et avait été exploitée par un cercle plus large, incluant son ancien producteur Claude Carrère, un requin de l'industrie connu pour ses pratiques douteuses. Ces accusations ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Un fiasco administratif vient aggraver la situation.
Arrivée en France en 1973 comme immigrée clandestine, Linda a travaillé dur comme salariée, femme de ménage, etc., cotisant fidèlement à la sécurité sociale jusqu'en 1979. Mais une erreur bureaucratique inexplicable la reclasse rétroactivement comme indépendante dès cette date, effaçant purement et simplement une décennie entière de cotisation retraite. Le résultat est catastrophique, une pension mensuelle ridicule de seulement 400 €, indigne d'une artiste qui a vendu des millions de disques. J'ai vendu des millions de livres, des millions de disques, et je n'ai rien. Je n'ai même pas de quoi acheter à manger pour mon chien, déclare-t-elle avec amertume lors d'une interview choc à RTL en janvier 2015. Elle révèle aussi avoir chanté pendant des années sans être déclarée officiellement ou pas de fiche de paie, pas de protection sociale, victime d'une industrie musicale vorace qui profitait de son talent sans lui offrir de filet de sécurité. Raymond couchait avec moi pour le pognon, lâche-t-elle dans une autre interview, pointant du doigt une relation toxique mêlant amour et exploitation. Ces scandales minent irrémédiablement sa carrière. Après l'album Simplement Vivre en 1991, un opus introspectif collaborant avec des paroliers respectés comme Jean-Marie Moreau et Pierre Delanoë, mais qui passe largement inaperçu auprès du grand public, Linda se retire progressivement de la scène. Les paillettes s'estompent, elle ne sort plus de nouveaux albums originaux, se contentant de compilations sporadiques qui ravivent la nostalgie sans relancer sa popularité. Elle fait de brèves réapparitions lors de tournées rétro comme Âge tendre, où elle chante ses vieux hits devant un public fidèle mais vieillissant, ou dans des interviews télévisées où elle évoque ses regrets sans filtre. La scène, autrefois son refuge, devient un lointain souvenir, remplacé par une réalité prosaïque de survie quotidienne. Cette période de déclin transforme l'icône en une femme ordinaire, isolée, luttant contre la précarité, un contraste poignant avec les sommets qu'elle a atteints, et une leçon amère sur les dangers de la gloire sans vigilance. Si la carrière de Linda de Souza fut un rollercoaster public, sa vie privée fut un véritable tourbillon émotionnel, marqué par des joies fugaces et des blessures profondes qui l'ont isolée davantage. Au centre de tout, son fils unique, João Lança, né en 1968 au Portugal, avant l'exil. Pour Linda, João était à la fois sa plus grande fierté ou le moteur qui l'a poussé à quitter son pays pour lui offrir un avenir meilleur, et sa blessure la plus intime, une source de joie et de douleur entremêlées. Dans les années 80, au pic de sa gloire, ils apparaissent souvent ensemble en public, interviews complices, séances photos attendrissantes, projetant l'image idyllique d'une mère célibataire triomphante et d'un fils choyé. Mais derrière ces sourires de façade, la réalité est bien plus nuancée, tendue par des malentendus accumulés, des accusations réciproques et une colère sourde qui couve sous la surface. La rupture explosive survient dans les années 1990, menant à une séparation déchirante de pas moins de 27 ans, une éternité pour une mère et son enfant unique. Selon João, tout part d'une dispute téléphonique virulente où Linda l'accuse, en hurlant, de lui avoir volé de l'argent, une allégation qu'il nie avec véhémence et qui creuse un fossé insurmontable. Pire encore, il révèle que sa mère n'a jamais accepté sa compagne, allant jusqu'à la qualifier de plus grande paix astérisque du monde dans des moments de rage, convaincue que si João divorçait, elle l'accueillerait à nouveau à bras ouverts. De son côté, João se sent utilisé, manipulé. Lors de brèves retrouvailles en 2014, orchestrées sous les feux des projecteurs, il découvre avec amertume que des journalistes étaient invités, transformant ce qui aurait dû être un moment intime en opération de communication. J'étais heureux de la revoir. Mes intentions étaient sincères. Je ne savais pas qu'il y aurait des journalistes. Je l'ai donc très mal pris, confie-t-il plus tard, soulignant comment la célébrité a empoisonné leurs liens. Pour Linda, cette distance avec son seul enfant creuse un vide abyssal. Elle ne se remarie jamais, n'a pas d'autres enfants, et au fil des ans, son cercle social se rétrécit, la laissant dans une solitude croissante. Les échos de son enfance sans amour ressurgissent. Cette quête inassouvie d'affection la rend vulnérable, isolée dans une grande maison vide malgré la gloire passée. Enfin, en octobre 2022, seulement 2 mois avant sa mort, une réconciliation tant attendue a lieu. João rend visite à sa mère dans sa maison de retraite, la trouvant frêle, affaiblie par des années de tabagisme excessif et une infection pulmonaire chronique qui la ronge. Le choc est mutuel, elle vieillit prématurément, lui serrant la main avec une force désespérée, comme pour retenir le temps perdu, lui, submergé par l'émotion de ses retrouvailles tardives. Nous voulions ces retrouvailles, dira-t-il, mais l'ombre des 27 années de silence plane, rappelant cruellement tout ce qu'ils ont perdu, anniversaire, fête, soutien mutuel. Cette fracture familiale, ajoutée aux trahisons professionnelles, souligne la fragilité émotionnelle de Linda,
une femme qui a chanté l'amour et la famille pour des millions, mais qui a lutté toute sa vie pour les trouver dans sa propre existence, transformant sa solitude en un thème récurrent de son art. Les dernières années de Linda de Souza sont marquées par un déclin inexorable, un lent effacement physique et psychologique qui contraste douloureusement avec l'énergie débordante de ses années de gloire. En 2022, sa santé, déjà fragilisée par des décennies de tabagisme compulsif, une habitude qu'elle a souvent qualifiée de « béquille » pour affronter le stress de la vie publique, s'effondre brutalement. Des problèmes respiratoires chroniques, aggravés par une vie d'excès et de négligence accumulée, l'amènent à l'hôpital en août pour une déshydratation sévère, une insuffisance rénale alarmante et une détresse respiratoire qui la laisse à bout de souffle. Miraculeusement, elle se rétablit suffisamment pour regagner sa maison de retraite paisible dans l'Eure, en Normandie, un havre de calme loin du tumulte parisien où elle avait connu ses triomphes. Mais cette amélioration est éphémère. Son agent et ami proche, Fabien Lecoeuvre, révélera plus tard qu'elle a contracté le Covid-19 dans les semaines suivantes, une infection qui, sur un terrain déjà affaibli, accélère sa dégradation. Au-delà des maux physiques, c'est une profonde détresse psychologique qui la ronge. Amis et proches parlent d'une femme qui refuse progressivement de s'alimenter, comme si elle se résignait en silence à l'inévitable, lasse des batailles incessantes contre la précarité et la solitude. Dans ses moments intimes, Linda se tourne vers la foi, devenue une ancre salvatrice dans ces dernières années. Elle prie toutes les 2 heures, trouvant dans la spiritualité un réconfort qu'elle n'a pas toujours eu dans les relations humaines. À Lecoeuvre, elle exprime un vœu poignant et symbolique, quitter la maison de retraite pour s'installer dans un couvent, vivre une retraite religieuse complète, loin du monde, pour terminer sa vie en paix avec Dieu. Elle m'a dit qu'elle voulait aller dans un couvent, vivre une retraite religieuse et terminer sa vie ainsi, racontera-t-il, soulignant comment cette femme, autrefois sous les feux des projecteurs, aspirait désormais à l'anonymat spirituel. Malheureusement, le temps manque pour réaliser ce souhait, la maladie progresse trop vite. Le matin du 28 décembre 2022, son état s'aggrave subitement. Transportée en urgence à l'hôpital de Gisors vers 8 heures, elle souffre d'une insuffisance respiratoire aiguë, compliquée par son statut encore positif au Covid-19. 2 heures plus tard, à 10h10 précisément, elle s'éteint paisiblement, laissant derrière elle un vide immense. La nouvelle est annoncée conjointement par son agent et son fils Joao, leur nom côte à côte pour la première fois depuis des décennies, un symbole doux amer de leur réconciliation tardive. Les hommages affluent du monde entier. Au Portugal, le président Marcelo Rebelo de Sousa la salue comme une icône du Portugal et une icône française de l'immigration portugaise, louant sa détermination farouche et sa loyauté indéfectible à ses racines. En France, l'Élysée la décrit comme une chanteuse au carrefour de 2 cultures, tandis que la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, rend hommage à une femme qui, partie avec sa valise en carton pour conquérir sa liberté, s'est hissée au sommet de la gloire et a traversé de multiples épreuves. Les fans, anonymes ou célèbres, se remémorent non seulement sa voix unique, mais son parcours extraordinaire, de la pauvreté villageoise à la célébrité, en passant par un courage exemplaire à partager ses vérités les plus sombres sans phare. Ses funérailles, le 6 janvier 2023, en l'église Saint-Gervais-Saint-Protais de Gisors, réunissent près de 2000 personnes, amis, familles, admirateurs venus de loin, dans une cérémonie émouvante mêlant chants portugais et français. Elle est inhumée au cimetière local, loin du village de Béringel où tout a commencé, mais éternellement présente dans les cœurs à travers sa musique, ses livres et sa résilience inspirante. Cet adieu marque la fin d'une ère, mais pas de son legs. Linda de Souza reste un phare pour tous ceux qui luttent contre l'adversité. En revisitant l'incroyable parcours de Linda de Souza, on réalise que son histoire n'est pas un simple conte de fées, mais un témoignage complexe et poignant sur la survie, le succès éphémère et les pièges invisibles de la célébrité. Partie de rien, une valise en carton comme unique bagage, elle a vendu plus de 20 millions d'albums, rempli l'Olympia à plusieurs reprises, publié des best-sellers qui ont touché des millions de lecteurs, et est devenue la voix emblématique d'une génération entière d'immigrés portugais en France. Pourtant, elle s'est éteinte dans une précarité relative, victime de multiples trahisons de la part de managers corrompus, d'erreurs administratives absurdes qui ont effacé des années de cotisation, et d'une industrie musicale impitoyable qui a profité de son talent sans la protéger. Dans ses mémoires tardifs comme Les larmes d'argent en 2015, elle ose révéler des vérités inavouées. À 25 ans, désespérée, elle a accepté une relation transactionnelle pour survivre. À 16 ans, une tentative de suicide née d'un vide affectif, et une rupture de 27 ans avec son fils, assombrie par des accusations mutuelles, mais scellée par une réconciliation émouvante juste avant la fin.
Malgré tout, Linda n'a jamais cessé d'être une artiste au sens pur. Même dans l'ombre, elle participait à des tournées nostalgiques, sortait des compilations pour raviver les souvenirs, et apparaissait à la télévision pour partager ses leçons de vie. Ses chansons, qu'elles soient en français ou en portugais, restent imprégnées des thèmes qui ont défini son existence où l'amour fugace, la perte déchirante, l'exil forcé et une résilience à toute épreuve. La valise en carton, plus qu'un symbole de pauvreté, représente le prix exorbitant de la survie. Preuve que les rêves peuvent se réaliser, mais qu'ils exigent des sacrifices et ne sont pas toujours durables. Ces dernières années, marquées par la maladie, les difficultés financières et un approfondissement de sa foi, avec ce vœu inassouvi d'une retraite dans un couvent, montre une femme qui, jusqu'au bout, s'est battue avec dignité. Son histoire continue de résonner, bien au-delà des scènes qu'elle a dominées, comme un rappel que le succès ne vaccine pas contre la souffrance, et que la vraie force réside dans l'authenticité. Quelle chanson de Linda de Souza vous émeut encore aujourd'hui, ou quel aspect de sa vie vous inspire le plus? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous, j'adore lire vos réactions et ça aide à faire grandir la communauté. Et si cette vidéo immersive vous a captivé, n'oubliez pas de liker pour montrer votre soutien, de vous abonner à la chaîne Star Story pour ne rater aucune de nos biographies détaillées et passionnantes, et de la partager avec vos proches ou sur vos réseaux pour que l'histoire de Linda touche encore plus de cœurs. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout, et à très bientôt pour une nouvelle Star Story qui vous fera vibrer.